Bienvenue dans Next Episode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais pas aujourd'hui parce qu'on est entre filles et que nous les filles on fait pas ça. Mais tout ceci dans le respect du produit. Cette phrase extrêmement cliché était sponsorisée par moi-même. C'est reparti pour une année universitaire à Winchester. La saison 2 de Dear White People est disponible sur Netflix. La première avait débarqué au printemps dernier sur la plateforme de streaming. La série adaptée d'un long métrage éponyme signé Justin Simien, devenu showrunner de la série, et s'attachait à raconter la vie au sein du dit prestigieux campus en suivant notamment Sam White, animatrice d'une émission de radio jugée polémique puisqu'elle y dénonce les injustices très diverses et encore plus variées du campus. Retour sur les bancs de la fac avec Mélanie Wanga, bonjour. Bonjour. Et Charlotte Bloom, bonjour. Salut. Et on retourne sur les bancs juste après l'info du jour. Une sorte de teaser et une date de sortie. It's been the biggest joy to be able to do this again. Just being welcomed into this group and they're like, hey, come play with us. Let's go across the world and meet all these people and do this amazing show. This is great. Toby Onwumere, probablement j'écorche son nom, aka Caféus dans le texte, et participant comme le reste du cast de Sense8 à cette vidéo promo annonçant la mise en ligne du final de la série des sœurs Wachowski, arrêtées puis repêchées pour un final qu'on nous promet d'anthologie. La fête de fin de tournage, c'est donc pour le 8 juin sur Netflix. Serez-vous de la partie ? Pas du tout. Alors moi, je vais me faire défoncer. Je sais pas pour bon tant pis. Charlotte. En fait, je trouve qu'à force, c'est vraiment que mon point de vue, mais à force de créer ce groupe hyper soudé, moi, je m'en sens complètement exclue. Et au lieu de m'identifier, de me dire que moi aussi, je fais partie de ce grand monde où nous sommes tous frères et nous ne sommes qu'un, et ben, je regarde une bande de potes en colo et ça me gonfle en fait. Et j'ai l'impression d'être la nulle de la classe qu'on n'a pas invitée à la boum. Et que le physio n'a pas laissé rentrer. Ça me met super mal en fait. Donc ils sont très jolis, je les aime beaucoup, mais j'ai plus envie de les voir. Mélanie, c'est dur, hein. Ouais. Non, moi j'adore. Et moi c'est bizarre, c'était au début de la série, je me sentais un peu comme toi, je me disais mais pourquoi on me parle d'eux, c'est qui ces gens ? Et puis au fur et à mesure, je me suis complètement prise d'attachement pour ces personnages, même s'ils ont changé le noir entre la saison 1 et la saison 2, hein. Mais non, j'aime beaucoup cette série, je trouve que c'est très bien écrit et les personnages me font pleurer. Donc je serai là pour répondre à ta question. Je vous inviterai pour le match retour en fait une fois que l'épisode sera en ligne pour le débriefer. Ça peut être très non, bien. c'était génial. Allez, on parle de Dear White People. Maybe someone sent you a fruit basket. Yeah, and then they wrote the word bitch on a banana in an empowering way. Like, bitch. Okay, it's on. Samantha. A black woman speaks truth and society loses its mind. You don't believe that people should hear a progressive message about race from a white person. That's not why you're doing this. You're just doing it to get back at me. Hey. I was gonna meet, Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est pas exclu, je préfère prévenir, la fin de saison 1 a laissé Winchester en proie à des manifestations. Quelles en sont les répercussions, mesdames ? C'était un peu une métaphore pour l'élection de Trump, même si ça n'avait pas, si ça c'était arrivé. Mais cette espèce de chaos avec tout le monde qui casse la fac, il y a des émeutes, des gens qui brûlent des trucs. Moi, j'avais aimé cette saison 1, je la trouvais un peu laborieuse. J'avais beaucoup aimé le film par contre, et là j'avais trouvé la saison 1 un peu laborieuse et je me demandais comment ils allaient, ce qu'ils allaient évoquer dans la saison 2. Et ce que je trouve génial avec Dear White People, c'est que c'est une série qui réagit vraiment à son époque, quoi. Là, pour moi, la saison 2, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant que Trump a été élu, quoi. Comment on réagit ? On en chie, hein. Ouais. Voilà. Pour continuer dans la métaphore, il y a un contre-pied en fait de ce qui se passe en ce moment en Amérique, c'est que pendant ces manifestations et pendant le climax final de cette manif, il y a eu un feu dans une des maisons de la fac qui oblige aujourd'hui les étudiants blancs et noirs à cohabiter dans la même fac, donc chez Armstrong Parker. Et en fait, ces deux mondes qu'on essaye de séparer au maximum sous Trump sont obligés de vivre ensemble et d'apprendre les uns des autres, ce qui est pour moi déjà un point de départ hyper brillant
de cette saison-là, parce que pour l'instant, Sam, avec son émission de radio, elle parlait un peu à personne, en fait. Personne ne parlait à personne dans cette série. C'était des duos qui débattaient, qui étaient de toute façon d'accord à la base. Et là, on a vraiment des groupes de personnes dans des salons qui vont être obligés d'ouvrir leurs oreilles et de s'écouter. Ouais, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais que dans la saison 1, il y avait notamment des oppositions entre les personnages noirs qui montraient qu'ils n'étaient pas tous pareils. Par exemple, Coco, qui était en opposition avec Sam, qui était, elle, très ambitieuse, qui voulait surtout réussir ses études et puis trouver un job qui rapporte de l'argent et tout, et qui voulait pas du tout se mêler de politique, contrairement à Sam, qui, elle, était très investie. Donc, je trouvais que c'était une des subtilités de la saison 1 de montrer que tous les noirs n'étaient pas d'accord, si on peut dire ça comme ça. Mais là, effectivement, comme tu dis, là, maintenant, il y a les blancs qui sont dans Armstrong Parker et tout le monde est obligé de débattre, quoi. Donc, c'est quand même intéressant aussi, quoi. La tagline de la saison 1 était Bet you think this show is about you. Pour cette saison 2, Bet you think this show is about who? Ah bah ouais, on peut faire des trucs comme ça. Tout le monde, hein, parce qu'on apprend tous en regardant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il verbalise vraiment les questions que tout le monde se pose en permanence. Alors jusqu'à l'extrême, puisque t'as Gabe, donc l'ex-amoureux de Sam, qui est devenu moche. Alors je sais, il était super beau. Je trouve qu'il est mieux maintenant. Enfin, il a un côté là, il premier de mèche, ouais, je sais pas. On a un problème de Bieberite. Oui, non, mais Playmobil. Enfin, bref, il est collé sur la tête. Mais il souffre, tu comprends. Oh pauvre chat. Bah oui, on souffre tous et on est pourtant très bien coiffés dans cette pièce. Donc voilà, ça va bien. Qui fait un film d'études, enfin voilà, il s'est lancé dans l'étude de documentaire et qui s'appelle Suis-je raciste ? Qui est un peu ça, la baseline de Dear White People, et qui met vraiment les pieds dans le plat, où il va parler de lui, puis il va interviewer d'autres étudiants. Donc elle parle de qui ? Elle parle de tout le monde, et puis elle parle de faites face à ce que vous racontez. Oui, c'est vraiment, les Blancs se disent on pensait qu'on n'était pas raciste, mais en fait Trump a été élu, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce qu'en fait on est dans une société raciste, quoi ? Et le personnage de Gab essaye de répondre à cette question-là, effectivement. Alors pour être tout à fait précis sur le contexte politique, le tournage de la saison 1 avait pris fin le 8 novembre 2016, jour de l'élection du monsieur, là, le monsieur Orange. Du coup, est-ce que vous sentez vraiment un changement radical dans le propos sur la saison 2, ou en tout cas un glissement, et il se manifeste comment, en fait ? Moi, je trouve que, en vrai, j'ai préféré cette saison parce que je trouve qu'elle est plus affirmée et qu'elle est plus créative. Parce qu'en fait, dans la saison 1, c'était très, très inspiré de Spike Lee, en fait, vraiment des dialogues, des monologues de Spike Lee avec le personnage face caméra. Ça me bloquait un petit peu. Et effectivement, comme tu disais, que ça parlait à personne, ça prêchait des gens qui étaient déjà convertis, en fait. Et là, au final, la fin de la saison 1, c'est une forme de chaos, et la saison 2, c'est comment survivre dans le chaos. Et donc là, on se retrouve, les personnages sortent de cette espèce de rail qui suivait, où ils disaient, alors moi je pense ça parce que Obama il a été élu. Là, c'est vraiment, on essaye de se parler les uns les autres, on essaye de se comprendre, on se retourne vers soi-même, quoi. Donc pour moi, ce dialogue-là, c'est ça en fait qui se passe sous Trump. Enfin, c'est ça en fait. Les gens se posent des questions sur eux-mêmes et se disent, est-ce que ce que j'ai toujours cru sur moi-même, est-ce que c'est ça en vrai ? Obama qui se retrouve maintenant à être une couverture de magazine coupée en morceaux pour des demandes de rançon pour un chien, quoi. Enfin, c'est ça l'image, c'est catastrophique. Et puis il y a un autre truc aussi, je trouve, qui répond beaucoup à ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la libération de la parole de la droite et de la droite extrême aux États-Unis, avec le traitement des réseaux sociaux. Je me rappelle jamais comment il s'appelle, Coco, là. Alt-Ivy-W, qui est un troll. Bon, alors, on va pas dire qui c'est, mais qui est un gros troll et qui troll surtout Sam et qui essaye en gros de créer le chaos dans la communauté afro-américaine au sein de l'université. Donc, il a elle en ligne de mire parce que elle parle trop. Elle a trop la parole. C'est pas possible. Il faut la faire taire. Et en plus, il essaye de montrer que les gens ne savent pas se comporter comme il faut et de balancer sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe chez Armstrong Parker et d'être mais vraiment le troll qui a la parole libérée. Et puis face à lui, tu as une nouvelle émission de radio, Dear White People, avec trois losers qui sont ouvertement racistes avec des blagues mais horribles. Je veux dire, c'est hyper embarrassant à regarder, mais à qui on donne l'égalité face à Sam et à son émission en mode, tu sais quoi, tout le monde a le droit à la parole. Tu veux l'égalité, tu vas l'avoir. Toutes les décomplexions en fait. Allons-y gaiement. Ouais. Alors moi, pour revenir juste sur ce troll, ça m'a fait penser. Je pense que Justin Simien s'est inspiré de la vraie vie. Ça m'a fait penser à Milo Yiannopoulos. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un troll gay, mais d'extrême droite. Et il écrivait pour Breitbart, qui est un média d'extrême droite américaine. Et c'était vraiment le gars. Il faisait toujours des trucs complètement polémiques à deux balles, où il insultait les noirs, les juifs, les féministes. Et il a récemment été
En fait, il s'est fait virer de Breitbart parce que il a défendu en fait la pédophilie chez les jeunes, pédophilie homosexuelle chez les jeunes. Donc c'est ça en fait qui l'a fait virer. Avant, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. On disait mais non, mais c'est la liberté d'expression. Et puis quand il a dit en fait c'est bien de violer des enfants, on lui a fait ah non, tu peux tout dire mais pas ça. Hein. Le racisme ça va mais pas ça. Donc ça m'a fait penser à ce personnage-là, quoi. La saison 1 avait été estampillée série satirique. Est-ce que l'appellation vous semble toujours Est-on dans un monde où la satire existe encore ? C'est la question. Pour moi, alors, est-ce que c'est vraiment une série satirique en fait ? Dans le sens où elle s'apparentait un peu, à mon sens, à VIP pour la saison 1 et plus à The Newsroom pour la saison 2. Donc pour moi, elle est plutôt passée avec un équilibre satire politique et maintenant elle est plus du côté politique pour moi que du côté satirique. Je trouve qu'elle est moins humoristique. L'humour, elle va être dans les nicknames qu'on se donne entre nous et puis des petits rebondissements parce qu'on retrouve le chien Sorbet. Voilà, c'est la limite du comique dans cette saison-là. D'ailleurs, je trouve que la plume, elle est de plus en plus sorkinienne et de plus en plus chantante. Je trouve l'écriture de cette série monumentale, vraiment monumentale. Donc j'ai plus envie de la mettre dans le pur politique que dans la satire. Ouais. Je pense que l'époque appelle on pouvait satiriser à l'époque où le racisme était sous-jacent. On pouvait dire est-ce que ce serait pas un petit peu raciste ? Allez, on va faire une satire. Mais là, quand le truc est face à toi, était ouverte. Ouais. Voilà, c'est difficile de satiriser ça, quoi. Je pense qu'il faut être plus franco et c'est ce que j'ai ressenti en regardant la série en tout cas. C'est-à-dire que ça donne aussi, alors je sais pas si vous partagez, ça donne l'impression qu'en fait la réalité est telle que tout ce qui pourrait être écrit pour pancarter tout ça serait en dessous de la réalité sur certains sujets en fait. Ah bah oui, il y a un côté racisme larger than life, c'est-à-dire qu'on assiste à des trucs complètement aberrants, mais comme tu le disais en ouverture, dès lors que Trump est le président des États-Unis, de toute façon on est dans un truc à la fois frontal et surréaliste. Donc faut arrêter de prendre des pincettes, ça y est, c'est fini ça. Mais je trouve que du coup la série s'en sort pas si mal avec ça, parce que ça pourrait être un événement complètement paralysant vu le sujet de la série, en disant non mais là on est battu en fait, c'est pas voilà. Mais je trouve que ça s'en sort relativement bien en intégrant ce contexte-là. Mais tu sais ce qu'on dit, pendant sous les périodes difficiles politiques, l'art se libère, essaye de créer des choses qu'on n'a pas vues avant. Donc c'est le dada de Netflix. Ouais. Un peu. Ouais. Mais c'est un mérite qu'on peut leur reconnaître. Bien sûr, pour le coup. Une des grandes forces également de la série, c'est de jouer des stéréotypes justement en proposant une galerie de personnages qui sont finalement assez loin de ce qu'on a vu jusqu'ici ou qui sont en tout cas assez différents du topo de départ. On garde ça dans la saison 2 ou... Ouais, moi je m'identifie beaucoup à Sam parce que comme elle, je suis métisse et comme elle, j'ai un podcast où je parle de relations raciales. Mais je trouve son personnage très intéressant parce que dans la saison 1, elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut dire, elle connaît toutes ses définitions sur le racisme et là, elle est complètement paumée en fait en saison 2 parce qu'elle se prend des trolls et tout le monde lui dit mais en fait t'arrêtes pas de t'exprimer, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens pour qui c'est pire que toi ? Est-ce que tu te rends compte qu'en étant métisse, tu as aussi une part de toi blanche et donc on t'écoute plus parce que tu es proche des blancs en fait. Et elle remet tout ça en question, elle réfléchit à tout ça et je trouve ça plus intéressant la manière dont elle aborde en fait son activisme et sa politique dans cette saison-là, parce que c'est plus intéressant quand les personnages sont pas sûrs d'eux et se disent mais est-ce que ce que je fais c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, quoi. Charlotte, tu t'es vu faire un mouvement avec tes sourcils quand j'ai parlé des stéréotypes. Non, parce que j'essayais de comprendre exactement vers où on allait. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a des moments carrément où Sam est devant le micro et elle sait plus du tout quoi dire, parce qu'en fait elle s'est mise en mode réflexion où tu sentais que vraiment effectivement la saison elle était en mode bulldozer, c'est-à-dire que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, elle avait une réponse en tête et elle savait où elle allait, et au moment où elle découvre ce troll, elle a une espèce de scène dingo où elle va lui répondre pendant 2 jours en mode je ne dormirai pas, je vais répondre à tout. Ah oui, et au bout d'un moment elle peut plus en fait, elle lâche, et quand on arrive là, la seule solution c'est de faire un pas en arrière, de regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre comment te sortir de cette situation sans te rendre malade toi-même. Et elle et quasiment tous les personnages finalement de la série sont en remise en question dans cette saison-là. Et pas épargnés dans leurs contradictions en fait. C'est aussi ça ce qui est très intelligent dans la série. C'est-à-dire que, ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait être des monolithes, c'est-à-dire ils pourraient être dans leur bon droit, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils... Mais en fait, ils sont tous à un moment ou à un autre soumis à une forme de contradiction, à leurs valeurs. À leur, Tu vois Reggie qui faisait genre et qui roulait des mécaniques alors qu'il s'est juste fait pointer par un flic en plein milieu d'une fête. Et c'est vrai que les gens te disaient à la fin de la saison, mais attends Coco, t'es pas
tout va bien là, ça va. Et c'est vraiment à cette saison 2 qu'il lâche l'affaire, il lâche la carapace et il est en stress post-traumatique et il admet que ça ne va pas et il est prêt à commencer à parler un petit peu et à entendre qu'il a le droit de souffrir en fait, il a le droit d'être pas bien. Quelque chose qu'on a du mal à entendre chez les hommes noirs en fait, cette vulnérabilité, enfin dans les médias et dans les films et dans les séries, les hommes noirs sont souvent montrés comme des personnages très forts, très virils, que rien n'atteint et du coup c'est intéressant de voir un personnage comme ça qui s'ouvre et qui se dit oui en fait ce que j'ai vécu c'est traumatisant. Mais dans mon souvenir, pardon parce que j'ai regardé la saison 1 il y a un bout de temps, il y avait bien un épisode réalisé par Barry Jenkins justement sur c'est ça hein, c'est dans celui-là où il y a un gardien de sécurité du campus qui sort son flingue en lui demandant sa pièce d'identité. Ouais. Donc c'est un épisode assez brillant d'ailleurs. C'est génial. Moi je trouvais que c'était le meilleur de la saison. Mais il est très fort Barry Jenkins en même temps, hein, bien dire ce qui est. Ouais. Sur un registre très différent et beaucoup plus léger, est-ce qu'on a une explication quant au titre québécois de la série, à savoir Mouton Blanc? Ça je savais pas. Voilà, oh my god, ils ont osé. Bah ouais. Ouais. Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que c'est une question de point de vue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon d'encore plus... Non, mais tu vois, de mettre les spectateurs dans leur retranchement et de les faire se questionner dès le titre de la série? Oui, parce qu'en plus, Dear White People comme titre, c'est très très fort parce que le showrunner Justin Simien disait que dès la sortie du film, il a eu des trolls sur Internet, des gens qui l'ont insulté juste pour ce titre, juste pour le titre. Ils n'avaient pas vu le film, ils n'avaient pas vu la série, mais à cause du titre, le mec s'est fait harceler, quoi. Donc c'est quand même un titre qui est pas anodin. Mouton Blanc, je sais pas, peut-être, moi je trouve que ça adoucit un peu, on se dit c'est quoi un documentaire animalier, enfin tu vois, mais Dear White People est quand même un titre hyper fort. Et d'ailleurs, il y a eu j'ai vu un tweet passer qui était assez marrant avec l'affiche dans le métro de New York et des blancs qui regardaient le truc en étant hyper vénères et quelqu'un dit attention, ils vont appeler la police sur le poster. Il va y avoir une intervention. C'est exactement ça. Il a déjà été annoncé que la série était renouvelée pour une 3e saison. Si on joue au pronostic, quelle direction à votre avis? Et est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut continuer sur une 3e saison ou est-ce que... faut la continuer tant qu'il y a Trump, hein, déjà. Je pense qu'il y a des choses à dire parce que ça. Puis il y a des choses qu'ils évoquent là. Enfin, tu vois, on parle de Reggie, des bavures policières. Il faut continuer à en parler parce que c'est aussi ça je pense, qui fait que Reggie disait rien, c'est que c'est devenu une banalité aux États-Unis. Les flics blancs tirent sur des noirs et puis voilà, tout le monde s'en fout, personne va en prison, personne ne paye. Et ça date pas de Trump, ça date de bien avant. Donc il y a tellement de choses qui sont rentrées dans l'esprit collectif comme si c'était le quotidien, que c'était banal, comme les tueries dans les facs. Aujourd'hui, ils te font une news, il y a une tuerie dans une fac, le lendemain il y en a une autre. Voilà, et je trouve que cette série-là, c'est une façon de faire du macro et de dire non mais attendez, parce que quand il se passe tout ça, voilà les personnes qui souffrent et voilà ce qu'elles vivent et voilà comment c'est le quotidien. C'est pas juste une ligne sur un magazine, un JT. Donc de toute façon, tant que l'Amérique sera détraquée et que le monde sera détraqué, on aura besoin de séries comme ça. Oui, il peut y en avoir plusieurs alors. Forever. Ouais, c'est ça. C'est l'infini. Mélanie, 3e saison. 3e saison, oui, je suis partante, sachant que dans cette 2e saison, il s'est passé quelque chose dont j'étais très 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 contente, c'est qu'il y a eu un épisode sur mon personnage préféré qui est Joël, la meilleure amie de Sam, qui n'y avait pas eu en première saison. Et d'ailleurs, j'étais assez choquée de voir des épisodes sur tous les autres personnages et pas elle, alors qu'elle est géniale. Et son épisode était incroyable. Je spoil pas, mais j'ai beaucoup ri dans cet épisode parce que ils ont mis le doigt sur quelque chose, donc la figure du Hotep, et je trouve ça génial. J'ai eu plein de textos de gens qui m'ont dit mais c'est quoi un Hotep et tout. Donc voilà, je vous conseille cet épisode. Mélanie, c'est quoi un Hotep? J'ai le droit, ça spoil pas. Un Hotep, c'est un homme noir hétérosexuel qui considère que l'homme noir doit être avec une femme noire, ce qui est tout à fait voilà, les goûts et les couleurs, mais en revanche cette femme noire, elle doit pas trop se déshabiller, tu vois, il faut qu'elle se respecte parce que c'est une reine nubienne. Et puis par contre l'homosexualité, c'est un truc importé par les Européens et c'est un scandale, les noirs qui sont homosexuels, et puis c'est un scandale les noirs qui... En gros voilà, c'est un mec misogyne, homophobe, et pour qui la seule cause valable c'est celle de l'homme noir. Et donc en fait on l'aime pas quand même, les Hotep on les aime pas, et donc dans la série il y en a un et c'est très 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 drôle. Voilà, donc à voir dans la saison 2 de Dear White People. Si je vous demande une recommandation en rapport avec
avec la série ou... Ça va être complètement cliché, mais bon, tant pis, parce que pour moi, elles ont un peu le même rôle aujourd'hui. Je vais remettre une millième couche sur Atlanta, avec une saison 2, mais juste au top bien. De... on est qu'en juin, on est qu'en mai, mais pour moi, ça sera la série de l'année, et on pourra rien faire contre ça. Et de la même façon que Dear White People, il y a des choses à faire passer, il y a des choses à débanaliser, il y a des choses à raconter. Et ces séries-là, aussi comme Blackish, les racontent très bien. Donc Atlanta, mais 1 milliard de fois, quoi. Très bien, Atlanta. Moi, j'en ai 2. On a le droit dans cette émission ? On a tous les droits. Alors, la première, c'est The Good Fight, qui est une série d'avocats. C'est un spin-off de la série The Good Wife. C'est très, 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 très bien. Ça se passe dans une firme d'avocats afro-américaine. Et donc, pareil, ça traite beaucoup les violences policières, les cas, en fait, de racisme au travail. Les personnages sont géniaux. 3 femmes dans les rôles principaux. Moi, j'adore cette série. Ça me fait hurler de rire. Et ma deuxième recommandation, c'est Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, qui est aussi sur Netflix, qui est un peu la petite sœur au final de Dear White People, puisque c'est une série qui a été produite et réalisée notamment par Spike Lee. Et donc c'est adapté d'un long métrage. Adapté du film en anglais She's Gotta Have It. Voilà. Et donc ça parle de Nola, qui est une artiste brooklynienne et qui vit d'amour et de polyamour, de polyamour et d'eau fraîche. Ouais, voilà. De polyamour et d'eau fraîche, c'est bien résumé. Voilà. Alors moi, je suis pas censée faire de reco, mais comme aujourd'hui on fait ce qu'on veut, je m'en fous en fait. Et puis du coup, comme c'est moi qui parle, personne ne va me contredire. Pour compléter ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est pas une série, c'est un clip. Allez voir This Is America, qui est donc le clip de Childish Gambino, alias Donald Glover. Et puis si vous avez des questions, peut-être vous en aurez moins après avoir vu le clip. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'au-delà d'un excellent morceau, c'est aussi un clip très important, donc allez le voir. Je sais pas. Ouais. Très bonne reco. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, mesdames. Merci Mélanie Wanga. Merci Charlotte Bloom. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. MDR sur Séance Radio. En fait, tu disais c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent, quoi. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. Ces personnages sont censés nous raconter quelque chose et c'est ce que tu disais, Max, ils nous racontent rien. C'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio. Écoute, déjà, premièrement, moi, c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 en termes de comédie française. Et sur toutes les applications podcast.